Bonjour à tous et merci d'être présents à cette présentation de mémoire qui abordait l'intérêt d'intégrer le support croissance dans son offre produit épargne. Cette étude, elle peut être déroulée en plusieurs parties. La première est donc le contexte de l'étude au travers du contexte économique de hausse des taux et l'incertitude sur les perspectives de rendement sur le fonds euro qui soulève donc des enjeux stratégiques et qui ouvre la porte à de nouvelles euh, possibilités stratégiques, plutôt de possibilités de propositions de support. Et donc, nous présenterons le support croissance qui permettra de poser la problématique. Ensuite, nous aborderons la démarche en 5 étapes qui a été utilisée ou qui a été, oui, qui a été euh, que nous avons suivi durant cette étude et nous présenterons les métriques utilisées afin de comparer donc, les différentes étapes de cette démarche. Ensuite, nous aborderons les hypothèses de modélisation voilà, au travers des hypothèses sur le portefeuille central, des hypothèses d'intégration du support croissance et des hypothèses économiques de projection. Cela nous permettra de présenter l'analyse d'impact et de conclure sur l'intérêt d'intégrer le support croissance dans son offre produit épargne. Donc, avant tout de suite, le contexte, c'est le contexte économique qui est celui d'une forte hausse des taux. En effet, après des décennies d'une baisse durable et continue, les taux ont augmenté de presque 3% en 2022, revenant à un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Et c'est dans ce contexte qu'a été rédigé le mémoire qui est présenté aujourd'hui. Les enjeux que soulève cette hausse des taux, ils peuvent se comprendre avec le graphique qui est représenté sur cette slide où on peut voir le Tech 10 représenté en marron et la moyenne mobile sur 10 ans du Tech 10 représenté en pointillé. Cette moyenne mobile sur 10 ans, elle apporte une approximation légèrement sous-estimée du taux de rendement de l'actif des assureurs vie. Et on remarque que donc, depuis 2007, le Tech 10 a diminué, la moyenne mobile est restée supérieure au Tech 10, donc le taux de rendement de l'actif des assureurs vie est resté supérieur au taux spot. Mais en 2022, avec la forte hausse, ces deux courbes se sont croisées et les taux spot sont devenus supérieurs au taux de rendement de l'actif des assureurs vie. Or, pour limiter le risque de rachat massif, les assureurs vie tentent de servir des taux de revalorisation du fonds euro qui sont proches de ceux du marché et donc supérieurs à leur taux de rendement de l'actif. Cela les pousse à puiser dans leurs réserves comme la provision pour participation aux bénéfices ou à réaliser des plus-values latentes, ce qui n'est pas forcément une stratégie pérenne en fonction du rythme d'écoulement de la PPB et de la vitesse de renouvellement du portefeuille d'actifs. Cela crée donc un climat d'incertitude sur le fonds euro et sur sa capacité à offrir des perspectives de rendement et ça soulève des enjeux de stratégie, enfin, de pilotage des risques et de préservation de la solvabilité et de la rentabilité. Ce contexte pousse donc les assureurs à envisager de nouvelles stratégies, dont l'intégration d'un support croissance dans leur mix produit. Et le support croissance, qu'est-ce que c'est? C'est un produit à mi-chemin entre le fonds euro et les unités de compte. Le capital qui est investi est garanti euh, à terme uniquement et peut l'être partiellement ou totalement en fonction des conditions générales contractuelles. La valeur de rachat d'un contrat de croissance avant l'échéance est donc le produit entre une valeur de part et le nombre de parts détenues. Sur ce fonctionnement, ça ressemble pas mal au support en unité de compte. Par abus de langage, on parle souvent de support croissance sous le nom d'euro-croissance. C'est en fait un terme qui est labellisé et qui correspond à une garantie à 100%. Le support croissance a évolué au cours du temps pour atteindre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui post-loi Pacte et dont le bilan en norme French Gap est représenté ici. Tout d'abord, au passif, le support croissance est composé principalement de 3 provisions. La première est la provision la plus importante, qui est la provision de diversification, qui est donc ou PD. Elle est exprimée en nombre de parts individualisées de diversification et correspond au nombre de parts que possède l'ensemble des assurés ayant souscrit ce contrat. La seconde provision est la PCDD ou provision collective de diversification différée. Elle a le même rôle que la provision pour participation aux bénéfices du fonds euro, à la différence près qu'elle peut être conservée 15 ans. Elle permet donc de lisser et piloter les performances du fonds ainsi que de limiter la volatilité de l'évolution de la valeur de part de diversification.
Le troisième élément que je voulais vous présenter aujourd'hui est un élément hors bilan, c'est la PGT ou provision pour garantie à terme. Cet élément est doté lorsque la somme de la PCDD et de la PD ne permet pas de couvrir la valeur actuelle probable des engagements. Donc, voilà côté passif. Côté actif, ils sont cantonnés et comptabilisés en valeur de marché. Un autre point que je voulais aborder aujourd'hui est que le support croissance peut permettre deux modes de revalorisation différents. Le premier est l'évolution et plutôt l'augmentation de la valeur de la part de diversification. Donc, à nombre de parts égales, avoir une valeur de part plus élevée permet d'avoir une valeur de rachat plus élevée. Et le second mode de revalorisation est l'octroi de parts de diversification. Donc, à valeur de part égale, avoir plus de parts permet aussi d'avoir une valeur de rachat plus élevée. À noter que ces deux modes de revalorisation, ils ne sont pas équivalents, puisque une part octroyée l'est définitivement, alors que la valeur de la part, elle peut augmenter à la hausse comme à la baisse. Donc voilà pour la présentation du support croissance qui, à mon sens, soulève deux pans. Le premier sur des éléments de risque. En effet, la garantie est uniquement à terme, donc ça permet un relâchement de la contrainte de cheminement et une réduction du besoin en capital à l'ouverture. Et le second élément concerne le rendement, en effet, puisque les actifs sont en valeur de marché et que les investissements en actifs risqués et rémunérateurs sont potentiellement plus élevés, on peut espérer une hausse du taux de rendement spot. Donc, ces deux volets sont des éléments d'intuition qu'on va vérifier lors de cette étude, donc qui porte sur l'intérêt que peut représenter l'intégration d'un fonds de croissance dans le mix produit d'un assureur vie. Pour répondre à cette question, on a donc abordé une certaine démarche qui se décompose en 5 étapes qui permettent de commencer à une situation témoin avec un multi-support uniquement en euros et en unités de compte et qui va intégrer progressivement du support croissance. La norme comparative qui a été choisie pour cette étude est Solvabilité 2. C'est la norme prudentielle européenne qui s'applique à la plupart des assureurs et réassureurs de l'Union européenne. Donc, je le disais, la première étape, c'est une étape où il y aura uniquement un multi-support composé de fonds euros et en unités de compte. Et il s'agira de projections déterministes du portefeuille en run-off, donc sans hypothèse de collecte, et en monde réel, afin de comprendre les enjeux actuels de pérennité sur l'assurance vie avec des métriques comptables. On supposera dans un premier temps que sur cette projection, les taux sont stables au niveau donc de fin décembre 2022 et des sensibilités de taux seront ajoutées. La deuxième étape, elle permettra d'entrer dans notre démarche d'ORSA projetée en intégrant des projections stochastiques à chaque pas des projections déterministes. Ça va nous permettre d'évaluer le portefeuille selon les métriques prudentielles et les indicateurs de l'étude qui seront présentés juste après. On verra donc qu'il y a un enjeu et qu'il va falloir trouver une stratégie de soulagement de l'activité qui sera dans un premier temps déployée en supposant une collecte sur le fonds euro et dans un second temps une collecte sur le fonds croissance. Donc cette étape 4 en collectant sur le fonds croissance, elle permettra de présenter et d'évaluer l'alternative qui représente la collecte sur le support croissance comparativement à celle sur support euro. La dernière étape, elle permettra d'étudier l'intérêt d'une intégration plus rapide du support croissance au travers d'arbitrage. Et dans l'ensemble de ces étapes, de l'étape 1 à l'étape 5, les sensibilités de taux seront présentées, donc à la hausse comme à la baisse. Je vous le disais, à partir de l'étape 2, on intègre des projections stochastiques, ce qui nous permet d'être dans une démarche d'ORSA projetée, donc c'est-à-dire avec deux volets de projection, un premier niveau de projection déterministe en monde réel sur 5 ans, et un second niveau de projection stochastique prudentielle, donc qui permet d'obtenir le pilote prudentiel avec un horizon à 60 ans et un millier de simulations. Un millier de simulations. Afin d'avoir une vision globale des projections qui regroupe à la fois ces étapes déterministes et ces étapes stochastiques, les indicateurs qui sont utilisés dans cette étude, ils prendront en compte des grandeurs prudentielles en leur rajoutant une dimension évolutive. Donc, les deux axes sont l'axe de richesse et des risques qui reprennent les indices de rendement-risque qui ont été présentés à l'issue de la présentation du support croissance. Donc, le premier indicateur, qui est l'indicateur de richesse, représente l'évolution des richesses espérées entre le début et la fin de la projection, en tenant compte des richesses effectivement reçues durant la projection. Donc, l'évolution de la PVFP
entre la première et la dernière année de projection déterministe en y intégrant les résultats perçus. Et l'indicateur de risque, ou plutôt de couverture du risque, représente tout simplement l'évolution du taux de couverture entre le début et la fin de la projection. Donc voilà concernant la démarche et les métriques qui seront utilisées. Je vous propose désormais de vous présenter les hypothèses de modélisation et en particulier l'hypothèse centrale initiale qui est le portefeuille d'épargne centrale, qui est un portefeuille reconstitué uniquement composé de contrats multisupports euros et UC. Ces caractéristiques, elles ont été choisies pour être proches des données du marché au 31/12/2022. Au passif, on a donc un peu du C à hauteur de 30% du portefeuille et de l'euro avec une certaine richesse puisqu'on a un niveau de provision pour participation ou bénéfice ou PPE, PPB de 5%, une réserve de capitalisation de 2% et des fonds propres à 8%. Concernant les lois comportementales, la loi de rachat structurel qui a été, enfin le taux de rachat structurel pardon, qui a été choisi est de 6%. Les rachats conjoncturels suivent le modèle dynamique donné par les orientations nationales complémentaires à la 5e étude d'impact quantitative et s'appuie sur l'écart entre le taux servi et un taux du marché. C'est la courbe en S qu'on peut voir juste en dessous sur la droite. Concernant les frais de chargement, on a un montant de chargement, enfin, un niveau de chargement à 0,8% de l'encours et des frais à 0,4%, ce qui permet de dégager une marge sur encours de 0,4%. Concernant la participation au bénéfice, le TMG moyen du portefeuille est de 0,6%, mais qui se déploie en fonction des différents modèles points et différents niveaux d'ancienneté. Le taux de participation au bénéfice est de 85% et le taux de participation au bénéfice cible, donc le taux de revalorisation cible, est déterminé en prenant la moyenne du TEC 10 sur les 3 dernières années, auquel est retranché 0,5%. Voilà concernant le passif. Concernant l'actif, celui aligné à la poche euro, il est constitué à 83% d'actifs sécurisés, donc une petite partie monétaire et une partie majoritaire d'obligations. Ces obligations, elles sont elles-mêmes subdivisées en deux parties, des obligations souveraines et des obligations d'entreprise, donc corporate, qui représentent respectivement 40 et 60% de la poche obligataire. Puisque le modèle ALM que nous avons utilisé s'appuie pour calculer le risque de crédit sur les notations et que la notation moyenne du marché est de A, c'est la notation que nous avons choisie et qui a été appliquée à l'ensemble des obligations du portefeuille. Pour le reste, concernant la poche diversifiée, elle est composée d'actions et d'immobilier. Et le taux de plus ou moins value globale du portefeuille est de 0, mais est assez disparate en fonction des poches d'actifs. En effet, la poche d'actions est en plus-value à 15%, l'immobilier à 40%, mais on a une moins-value sur les actifs obligataires qui est de moins 7%, puisqu'on comprend dans ce contexte de hausse des taux qui entraîne donc des moins-values obligataires. Finalement, concernant l'actif aligné à la poche du C, elle est composée plutôt à 40% d'actions et à 60% de titres de taux afin de maximiser le rendement de ce support tout en conservant une part sécurisée dans le portefeuille. Donc voilà les hypothèses principales sur le portefeuille central initial. Ensuite, pour intégrer le support croissance, ça s'est fait sous deux manières différentes. Donc le support qui a été choisi est un support à échéance 10 ans en déployant la garantie, une à 80% et une à 100%. Dans cette présentation aujourd'hui, je présenterai essentiellement la garantie à 80%, mais les résultats pour la garantie à 100% sont disponibles dans le mémoire et sont sensiblement similaires. Au passif, donc on a principalement l'APD et on a décidé de ne pas doter la PCDD. Les lois comportementales, les frais et chargements et les participations aux bénéfices sont similaires à ceux aux hypothèses qui ont été faites sur le fonds euro pour garder une comparabilité entre les deux. Le mode de revalorisation qui a été choisi se fait uniquement par l'évolution de la valeur de la part de diversification. Côté actif, l'allocation d'actifs que nous avons mise en place dans le modèle ALM, elle dépend d'un niveau de levier et elle n'est pas la même ici, donc entre la garantie à 100% et à 80%. Le niveau de levier, en fait, il s'explique de la manière suivante. La prise en compte d'un levier égal à 1 correspond à considérer que le montant de prime investi en actifs sécurisés est égal à la valeur actuelle probable des engagements et donc que le reste, donc la prime investie initiale, donc l'APD retranchée de la valeur actuelle probable des engagements,
correspond à la valeur, au montant investi en actifs risqués. Ça, c'est le cas dans un levier égal à 1, donc où tout est égal. Quand on augmente le levier, on choisit par exemple un levier égal à 1,5, ce qui est le cas, ce qui est la situation que nous avons choisie pour le support garanti à 80%. On va venir multiplier cette part de PD retranchée de la valeur actuelle de probable désengagement pour obtenir l'investissement en actifs risqués. Donc, plus un levier est élevé, plus la part en actifs risqués est haute. Les actifs risqués qu'on a considérés ici sont des actions et les actifs sécurisés sont des OPCVM obligataires avec exactement les mêmes caractéristiques que la poche d'obligation sur le fonds euro, c'est-à-dire la même notation moyenne, la même subdivision en obligations souveraines et corporate. À noter que puisque la valeur actuelle probable des engagements évolue au cours du temps, on a une allocation d'actifs qui est dynamique. Voilà concernant les hypothèses d'intégration du support croissance. Pour finir sur les hypothèses principales, je vais vous présenter les hypothèses économiques. Donc, la situation de taux qui a été choisie pour cette étude est celle de fin 2022, c'est-à-dire de décembre 2022, dont le taux 10 ans sans volatilité adjustment était de 3,09% et dont l'allure de la courbe est représentée plutôt sur la gauche. Donc, c'est la courbe EIOPA au 31-12-22, la courbe sans risque. Cette courbe, elle est assez singulière puisqu'en fait, contrairement à la plupart des courbes de taux, elle n'augmente pas, elle est plutôt plate, voire elle diminue. Et en fait, son allure s'explique par la brutalité de la hausse des taux en 2022. Concernant les projections déterministes, elles seront en monde réel sur 5 ans. Le taux central est donc le taux 10 ans de la courbe EIOPA au 31-12 et différentes sensibilités de taux ont été appliquées. Dont une à la baisse qui correspond à un niveau où on atteint à peu près 2%, ce qui correspond à retrancher 100 bips. Et deux sensibilités de taux à la hausse ont été introduites. L'une pour atteindre 4% en ajoutant donc 100 bips et la dernière pour atteindre 5% environ et correspond à une hausse de 200 bips. Dans la suite, dans l'analyse d'impact qui sera présentée ensuite, chaque couleur correspond toujours à un environnement financier, c'est-à-dire à une situation de taux. Donc voilà concernant les taux sur les projections déterministes. Le rendement action, toujours sur les projections déterministes, est de 6%. Et concernant les projections stochastiques, les taux sont toujours les mêmes. Ont été déployés en fonction des différentes sensibilités de taux. Et on a effectué 1000 simulations pour obtenir ce caractère stochastique. Finalement, dans le contexte de cette étude et avec la cadence de versement des prestations futures projetées, le taux de provision pour participation aux bénéfices admissibles en fonds propres prudentiels du portefeuille central reconstitué est proche de 70%. Ce taux de PPB admissible, donc de 70%, il a été conservé tout au long de cette étude, en particulier également durant les différentes sensibilités de taux, par souci de comparabilité. Et il permet donc d'obtenir le taux de couverture, y compris PPB admissible, du portefeuille central, qui est de 203%. Cet élément vient conclure les hypothèses principales que je voulais vous présenter et je vous propose désormais de vous présenter l'analyse d'impact qui se déploie selon les 5 étapes de la démarche qu'on a présentée précédemment et qui démarre donc par la première étape de projection déterministe du portefeuille central sur 5 ans et en monde réel. On remarque que le taux cible, il a pu être servi de manière stable et tout au long de la projection, c'est ce que représente le graphique en haut au centre, avec donc une ligne qui est constant au cours du temps. En effet, puisque le taux de rendement de l'actif est inférieur au taux cible de revalorisation qui est illustré dans l'encadré, donc où le taux cible, qui est la courbe en trait plein, est supérieur au taux de rendement de l'actif, qui est la courbe en pointillé, les bénéfices instantanés n'ont pas suffi et il y a eu un besoin de financement pour servir les taux cibles. C'est pourquoi il y a eu une reprise de provision pour participation aux bénéfices, donc représentée en haut à droite, qui donc décroît au cours du temps. Au-delà de ça, puisque les taux servis ont été stables, les rachats le sont aussi. Mais donc cette reprise sur la provision pour participation aux bénéfices, elle soulève un enjeu de maintien des taux servis. Et on peut se demander donc comment sera déformée, comment sera la projection dans le cas d'autres situations de taux. On va voir tout de suite avec donc la deuxième étape, la première étape qui intègre les sensibilités de taux.
Ici, la sensibilité sur laquelle on va principalement se concentrer, c'est la sensibilité de plus forte hausse, donc avec une hausse de 200 bips qui correspond à 5%, enfin, à un niveau de taux à 5%, correspond au trait en rouge. On remarque que les taux servis ne sont pas maintenus au cours du temps. En effet, puisque les taux sont plus élevés, le taux cible est également plus élevé, alors que le taux de rendement de l'actif n'évolue pas sensiblement, ou en tout cas n'est pas beaucoup plus élevé qu'il l'était à 3%. Le besoin de financement est donc plus fort, la reprise sur la PPB l'est aussi, et on atteint un niveau, enfin, on vide la provision pour participation au bénéfice dès la deuxième année de la projection. C'est pourquoi le taux servi en troisième année n'est plus maintenu, les rachats conjoncturels se déclenchent et on a une forte reprise de la réserve de capitalisation. Ainsi, en cas de hausse des taux particulièrement, on a un sujet de viabilité et on se questionne sur une stratégie de soulèvement potentiel. Et pour compléter cette analyse-là, on a donc en deuxième étape intégré d'abord les projections stochastiques donc, dans notre démarche d'ORSA projetée. Donc on revient un peu en arrière et on se repositionne avec une unique trajectoire en supposant que les taux stagnent à 3%. Et ici, on représente les métriques de l'étude qui permettront de comparer les différentes stratégies de soulagement qui seront présentées ensuite. Ici, donc, l'axe des abscisses représente l'indicateur de couverture du risque. Donc, plus un point est placé sur la droite et plus son taux de couverture augmente au cours de la projection. Sur l'axe des ordonnées, on a l'indicateur de richesse. Donc, plus le point est en haut et plus la richesse espérée va augmenter au cours du temps également. Ici, donc dans notre situation à 3% centrale, on sent que l'indicateur du risque est positif, l'indicateur de richesse aussi. La situation semble relativement confortable, mais voyons, comme tout à l'heure, ce qu'apporte l'ajout des sensibilités de taux. On remarque qu'à 2%, la situation est plutôt favorable, donc c'est le point en gris clair, puisque la richesse est stable, mais par contre, l'indicateur du risque est augmenté, donc le ratio rendement-risque est augmenté. En revanche, dans le cas de hausse des taux, on a vraiment une dégradation des deux indicateurs, puisque les points sont plus sur le bas et plus sur la gauche du graphique. En particulier, à 4 et 5%, donc l'indicateur de couverture du risque passe de l'autre côté de la barre des ordonnées. Donc, les indicateurs sont négatifs, ce qui signifie que le taux de couverture s'est dégradé au cours du temps et les indicateurs de richesse ont également été réduits. Cette vision-là, elle permet donc de nous conforter dans notre idée qu'il faut trouver une stratégie de soulagement, qui est ici illustrée donc avec les indicateurs de l'étude. Et la première stratégie de soulagement qui a été envisagée est celle en supposant une collecte sur le fonds euro. Le niveau de collecte qui a été envisagé, il correspond à collecter environ 7% de la provision mathématique à chaque année de projection déterministe, qui correspond en fait à atteindre un niveau de collecte net nul. Les points de collecte correspondent aux petits losanges, alors que les points circulaires restent les points en run-off qu'on a présentés tout à l'heure. On remarque que, alors, en fonction des situations de taux, les résultats ne sont pas les mêmes, mais on s'attend dans l'ensemble en fait à ce que la collecte permette d'investir sur des actifs spot rémunérateurs qui augmentent le taux de rendement de l'actif et donc les richesses et le risque et donc les richesses espérées. En plus de ça, on peut s'attendre à ce que cela réduise le risque de rachat et donc ça réduise l'indicateur, enfin, ce qui permet d'augmenter l'indicateur de risque. On peut voir que notre intuition sur l'indicateur de richesse, il se vérifie en particulier sur des situations de taux haut, puisque en collectant, on investit sur des actifs qui sont plus rémunérateurs, d'autant plus que les taux sont élevés. Mais par contre, sur l'indicateur de couverture du risque, on a une forte dégradation qui est d'autant plus forte que les taux diminuent cette fois-ci. Et en fait, ça s'explique par un effet de dilution des richesses et donc de diminution du taux de couverture par rapport à une situation de run-off. Donc, bien que cette stratégie de collecte sur le fonds euro, elle ne permette pas une hausse significative du ratio rendement-risque, elle reste toujours en fait préférable à une situation de run-off où en fait on laisse le portefeuille vivre et doucement s'éteindre au cours du temps. Et donc, ça ouvre la porte à de nouvelles stratégies, comme celle de la collecte sur le support croissance, qui correspond donc à notre quatrième étape.
Sur le support croissance, on s'attend, enfin, en élément d'intuition, on s'attend à ce que on puisse investir sur des actifs spot qui sont plus rémunérateurs et que ça augmente particulièrement l'indicateur de richesse, mais aussi l'indicateur de risque, puisque ça permettrait une réduction de besoin de capital à l'ouverture, ce genre d'éléments. Euh, deux, euh, Deux niveaux de collecte différents ont été envisagés. Un premier niveau de collecte qui était égal à celui sur le support euro, donc en collectant environ 7% de la provision mathématique, pour garder cette idée de collecte nette nulle. Donc, elle était représentée avec des losanges sur le support euro, elle l'est désormais avec des carrés sur le support croissance. Et le second niveau de collecte qui a été envisagé est une collecte plus défensive, mais qui peut paraître plus réaliste, c'est en collectant 2 fois moins sur le support croissance. Et ça a été représenté ici par les petits triangles. Toujours la même chose, chaque couleur et chaque bulle représente un environnement financier et des niveaux de taux différents. Et on remarque ici que sous les hypothèses de ce mémoire, 1 euro de collecte sur le support croissance est toujours plus avantageux que 1 euro de collecte sur le support euro, à la fois en termes de rentabilité et de solvabilité. Très concrètement, à chaque fois, le petit carré, il se situe plus en haut et plus à droite que le losange. Ce constat, il s'explique en fait par le relâchement de la contrainte de cheminement et le prélèvement de marge à hauteur de 15% sur le compte de participation aux bénéfices qui est alimenté par des rendements en valeur de marché. Ces résultats, donc sur les résultats sur le support croissance garantie à 100%, ils sont assez similaires sur le support croissance garantie à 100%. Donc, on peut déjà sentir que le support croissance représente un outil de pilotage des risques et de la richesse, dont les avantages peuvent s'illustrer rapidement après son intégration. Mais pour aller plus loin, nous allons aborder la cinquième étape, qui est celle en supposant des arbitrages sur le support croissance, donc avec une intégration plus rapide plus rapide, c'est-à-dire en effectuant un fléchage de l'encours, donc de l'encours initial sur le support, sur le multi-support plutôt, euro et unité de compte vers le support croissance. Puisqu'on se place dans une situation d'arbitrage, il n'y a ici plus de collecte et les points qui représentent les situations d'arbitrage sont les petits tirets. On remarque que si effectivement la collecte sur le support croissance plutôt que sur le support euro, elle permettait d'augmenter la richesse espérée et la capacité de couverture du risque, ici, la stratégie d'arbitrage sur le support croissance, elle permet vraiment de maximiser la richesse espérée. À chaque fois, les points d'arbitrage sont nettement au-dessus de ceux qui supposent une collecte à la fois sur l'euro, mais aussi sur l'euro croissance. Donc, ça vient nous porter dans cette idée que le support croissance, ça peut être un outil de pilotage qui a un fort intérêt que son intégration a un fort intérêt dans le mix produit d'un assureur vie. Et en fait, toutes ces analyses, elles ont été toujours faites, bon, depuis le début, nous les avons faites du point de vue de l'assureur avec nos métriques prudentielles. Et le dernier élément que je voulais vous présenter aujourd'hui pour compléter cette analyse et pour compléter ce constat sur l'outil de pilotage, c'est une métrique qui permet d'adopter un point de vue assuré et c'est celle du taux de rendement interne des contrats. C'est une analyse qui a été faite sur des projections déterministes. Et le taux de rendement interne a été calculé sur 10 ans pour qu'il puisse y avoir une comparabilité entre les fonds croissance à échéance 10 ans et le fonds euro. Ici, le TRI du fonds euro il correspond à un TRI pour lequel les assurés n'ont pas transféré leur encours. On constate que pour l'ensemble des situations de taux, le taux de rendement interne moyen des supports croissance, qui soit à 80, garanti à 80 ou garanti à 100%, ils sont toujours plus élevés ils sont toujours plus élevés que ceux du fonds euro, pardon. Et ce, quelles que soient donc les situations de taux dans lesquelles on se place. En effet, le support croissance, il bénéficie des taux spot plus élevés que le taux de rendement de l'actif du portefeuille initial. C'est pourquoi les TRI sont plus élevés. Et ce constat, il est d'autant plus marqué pour le support garanti à 80%, puisque le levier qui avait été utilisé était un levier de 1,5, qui correspond donc à avoir une part d'investissement en actifs risqués, donc rémunérateurs, plus élevée que sur le support garanti à 100%. Gros point d'attention en revanche, c'est que ces taux de rendement internes présentés ici sont des taux de rendement internes moyens qui ne représentent pas la dispersion ni la volatilité des résultats des assurés.
Donc voilà en ce qui concerne l'analyse d'impact. Ces éléments nous permettent donc de conclure que le support croissance présente une convergence d'intérêts entre les assureurs et les assurés dans notre contexte économique. En effet, sous les hypothèses de ce mémoire, 1 euro de collecte sur un support croissance est plus avantageux qu'1 euro de collecte sur un support euro en termes de rentabilité et de solvabilité. L'ensemble de ces constats, il est valable que ce soit en collectant sur un support garanti à 80%, comme on nous l'a montré, mais également sur le support garanti à 100%, comme il est disponible dans le mémoire. Ces avantages proviennent du relâchement de la contrainte de cheminement et des prélèvements de la marge à hauteur de 15% sur le compte de participation aux bénéfices, qui est alimenté donc par par le rendement des actifs en valeur de marché. Puis, en cas d'arbitrage depuis l'euro UC dirigé vers un support croissance plutôt que de collecte, les résultats précédents sont accentués et améliorés. D'autre part, en l'absence d'une garantie de cheminement et de plus de volatilité, investir sur un support croissance pour un assuré pourrait être, et toujours selon les hypothèses de ce mémoire, plus rentable que d'investir sur un support euro. En revanche, une analyse de la volatilité des bénéfices clients pourrait compléter cette étude. Enfin, le lancement de ce type de produit doit s'apprécier au regard du coût et des contraintes opérationnelles de mise en œuvre. Ce point n'a pas été abordé dans ce mémoire. Ces derniers mois, le fonds croissance a enregistré une collecte record, mais qui reste timide à l'échelle du marché global de l'épargne. La concurrence, d'une part avec les fonds euros qui ont pour la plupart réussi à servir en 2023 d'un taux de revalorisation en forte hausse en puisant dans leurs réserves, et d'autre part avec des produits bancaires qui ont bénéficié de taux courts élevés, reste rude. La perspective de normalisation de la courbe des taux et l'épuisement des richesses pourraient donc permettre au support croissance de finalement trouver sa place. Voilà ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je vais arrêter le partage et regarder s'il y a des questions dans le chat. Donc, je vois qu'il y a une question qui apparaît. Donc, y a-t-il beaucoup d'assureurs qui ont relancé le produit Eurocroissance en cette période? Euh, alors, je ne connais pas tous les assureurs du marché, mais en effet, il y a eu des études ont été menées chez un certain nombre d'assureurs. Et effectivement, alors, les assureurs qui possédaient toujours leur croissance ont continué à le commercialiser et à le mettre en avant chez leurs agents généraux et donc à le mettre en avant commercialement. Et effectivement, il y a des supports croissance qui se sont lancés depuis cette période de forte hausse des taux. Il y a une seconde qui est apparue. Donc, pour la partie arbitrage, je n'ai pas compris si vous preniez des hypothèses de réalisation de gains-pertes sur le fonds euro pour voir l'équilibre global. Alors, les indicateurs qui sont utilisés dans cette étude, donc qui étaient à la fois de risque et de rendement, en fait, c'est des indicateurs qui ont été calculés sur le portefeuille global. Donc, quand on a introduit du support croissance, il prenait aussi en compte les contrats, enfin, les multi-supports en euros et ici qui étaient déjà présents. Dans le modèle ALM, alors effectivement, on n'a pas montré ces grandeurs, mais dans le cadre du transfert de l'encours, donc du fléchage de l'encours, il y a effectivement des réalisations de plus-value qui ont été faites et qui en fait sont prises en compte dans l'évaluation prudentielle à chaque pas de temps, à chaque pas de temps des étapes déterministes. Donc, chaque étape déterministe, à chaque pas de temps déterministe, des projections stochastiques avaient été faites. Et en fait, ces projections ont permis d'établir les bilans prudentiels qui, eux, prenaient en compte en fait, ces réalisations de gains ou de pertes sur le fonds euro. Une troisième question est apparue. Donc, as-tu activé des rachats dynamiques sur le fonds croissance? En réalité, le fonds croissance est un UC, tandis que les rachats dynamiques sont activables sur la poche euro. En fait, nous n'avons juste pas mis en place de rachat dynamique sur la poche croissance, simplement parce qu'en fait, l'étude, elle consistait à intégrer le fonds croissance. Donc, en fait, l'idée pour nous, ce n'était pas d'étudier les rachats sur le support croissance, mais vraiment les rachats sur le support euro. D'autant plus que, alors, le support croissance est quand même représente un encours relativement faible par rapport à l'ensemble de l'épargne. Autant on a un fort recul sur les rachats dynamiques qu'ils peuvent avoir sur le fonds euro. Donc, on sait qu'on peut suivre les orientations qui ont été données avec cette courbe de rachat en S qui dépend de l'écart entre le taux servi et le taux du marché. Mais par contre, sur le fonds croissance,
vu que c'est un encours qui est relativement faible, il y a moins d'études qui ont été menées et à mon sens, enfin, ce serait assez arbitraire finalement de suivre cette même loi de rachat dynamique ou une loi de rachat dynamique, alors qu'en fait, on n'a pas forcément le recul pour établir une loi de rachat dynamique sur ce support. Pour avoir répondu à toutes les questions. Il est bientôt 13h10. Je vous remercie encore à tous pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions supplémentaires ou pour avoir des renseignements quelconques. Et voilà, merci à tous. Et pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit.